Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Rajab Viewer Cinéphile Serafis, j'espère que vous allez tous très bien. J'enlève juste la petite notification. Donc voilà, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, c'est que je vais tout simplement aborder le sujet de ce connard de Louis Leterrier. Bon, vous savez à quel point j'admire absolument Louis Leterrier avec son grand cinéma français blockbusterien qui se distribue à l'international, son hommage à l'incroyable Hulk avec des effets spéciaux de grande qualité, hein, avec cet hommage au coup de boule de Zidane, le fait qu'il ait fait des films comme Le Transporteur où son nom n'est même pas cité en tant que réalisateur, mais c'est pas grave, il a fait ce film, il a fait l'incroyable remake du choc des titans. Ah bah oui, un classique en stop motion, avec des effets spéciaux modernes, machin, avec une 3D réussie. Et il a fait surtout le film français, le meilleur film français de tous les temps. Ah bah oui, pourquoi ne pas citer Loin du périph'. Ah bah oui, Loin du périph' avec le charismatique et le meilleur acteur au monde, le Omar Sy, le Will Smith à la française, le Laurent Lafitte qui a toujours des phrases passantes, qui a cet amour des femmes, pas du tout misogyne, pas du tout pervers, et un Omar Sy qui est pour la diversité et qui est même pour la tolérance avec les blancs, qui est purement patriote français. Et le Guittarier qui, avec amour, qui dit que le scénario de Loin du Périph' est un scénario extraordinaire. Et il dit même que c'est la suite digne. Il pourrait même dire que c'est la digne suite du chef-d'œuvre français de l'autre côté du périph', réalisé par ce talentueux David Charon. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va aborder une vidéo de Combini, du vidéoclub, enfin les vidéos qu'ils ont l'habitude de faire au vidéoclub là, où ils invitent les stars hollywoodiennes, les stars du cinéma en général. Et du coup, j'avais plusieurs fois regardé cette vidéo-là parce que la vidéo en question qu'on va aborder aujourd'hui, je l'avais regardée plusieurs fois à quel point j'étais dévasté et tellement en colère parce que j'entendais de la part de ce bolos. Et dès à présent, dès aujourd'hui, je vais vous prouver à quel point c'est un réalisateur de merde qui ne mérite pas notre respect de spectateur parce que depuis toute façon il fait que des films de merde qui font perdre du temps, qui font perdre de l'argent et qui font perdre de l'énergie. Donc, on s'en fout des personnalités du lutin et machin. Je peux vous dire que avec ça, ce que je vais vous faire écouter de la vidéo en question, puisque je ne peux pas faire de réaction, je peux vous dire franchement les gars, vous allez tout autant détester ce réalisateur que moi. Et je l'espère très fortement. Luc Besson, accroche-toi à ton siège parce que tu vas en chier. Ton petit héritier, Louis Terrier, va en chier littéralement. Et vous allez périr tous les deux dans les limbes de l'oubli. On va commencer. Ça c'est un montage de cette vidéo. Bienvenue. Merci. Toi, c'est un lieu qui est important pour toi, le vidéoclub? Ah bah oui, c'est vraiment, je suis la génération vidéoclub. J'ai découvert le cinéma sur grand écran, mais vraiment la cinéphilie, je l'ai découverte en vidéoclub. Souvenez-vous bien ça parce que c'est important. Vidéoclub, j'ai commencé. C'est important. Et là, il prétend, ouais, vidéoclub, machin, c'est ma passion. Vous allez entendre. Vous allez savoir d'où viennent ses parents. Vous allez savoir de quel milieu artistique, de quel milieu du travail viennent ses parents. C'est très intéressant, écoutez bien. Avant le VHS, il y avait un vidéoclub Betamax rue Vavin, et ensuite qui s'est transformé en VHS. Et j'ai tout découvert. J'ai jamais vraiment analysé, mais même encore maintenant, quand je vais voir un film, vraiment, c'est pas parce que je suis réalisateur que j'analyse tous les plans. Je prends un film en pleine gueule et dans le cœur. Mais quand je regarde en vidéo, j'analyse, je comprends, et je pense que mon style, c'est grâce à tout ça. Je prends un film en pleine gueule et dans le cœur, mais quand je regarde en vidéo, j'analyse, je comprends, et je pense que mon style, c'est grâce à tout ça, et voilà. Ah bah justement, voilà, bah, une découverte. Déjà, il dit de la merde. Parce qu'encore une fois, dans le milieu familial d'où il vient, vous allez découvrir par rapport à la suite de la vidéo, je peux vous dire que le gars, il nous baratine comme jamais. Quand tu vois un film au cinéma, tu vois, ça dépend de s'il est bien fait ou pas, de ce qu'a voulu transmettre l'artiste, le réalisateur et l'équipe du film
film à côté, tu vois, à travers ce film-là. Si tu vois comment marche le film, comment est fait le film, en même temps, quand tu regardes un film, c'est que tu l'analyses, tu vois. Tu l'analyses dans le sens où tu regardes à la fois les qualités et les défauts de ce film-là. Peut-être que tu n'as pas comment dire, l'expertise de la technique, mais par rapport à ce qui est illustré, par rapport à ce qui est illustré dans ce film-là, excuse-moi, mais je vais une petite comparaison très simple. Quand tu vois une scène de Impitoyable de Clint Eastwood, tu vois qu'il y a ce côté lever du jour, mais avec un côté à la fois crépusculaire et assez pessimiste dans le sens où c'est comme une sorte de passage au flambeau. Dans le sens où, dans l'introduction de ce film-là, tu as Clint Eastwood qui est dans sa ferme, tranquille, avec ses enfants, à élever ses animaux, et tu vois qu'il est rongé par l'âge. Il est rongé par l'âge et il est rongé par le temps. Il y a ce côté un peu le soleil qui se lève, dans le sens où c'est comme si c'était un jour nouveau qui se levait avant que ce soit presque le dernier pour ce personnage de Clint Eastwood dans son propre film de Impitoyable. Et ça joue beaucoup sur la lumière. Mais juste une parenthèse par rapport à Loin du Périph', dont je ferai sûrement une nette critique pour défoncer ce film-là, pour vous recommander, pour justement vous recommander de ne pas aller voir ce film-là, de ne pas perdre 2 heures de votre temps devant ce film Netflix. Euh, je suis désolé, mais Lutarieux, si avec les films qu'il voit, il est censé savoir comment la lumière marche, parce que quand on voit la lumière de loin du périph', c'est surexposé en lumière, c'est toujours un filtre jaune dégueulasse. Mais vous allez voir, le mec, quand je vais vous dire, quand vous allez découvrir dans quel milieu travaillent ses parents, vous allez être retourné. Vous allez être retourné. Vidéo, alors ça c'est quelque chose que en fait j'analyse, je comprends et je pense que mon style, c'est grâce à tout ça et voilà. Ah bah justement, voilà, bah Limité en termes de mots, hein. Très limité en termes de mots, hein. Bon, là, avant que je passe à la suite de la vidéo, très limité en termes de mots, déjà, aucune analyse, aucun argumentaire, aucun langage cinématographique, aucun langage technique. Mais moi, j'en ai un minimum sur ma chaîne, alors que j'ai jamais fait de film, et que je vais pas tarder à en faire et que je vais pas, excusez-moi, et que je vais pas tarder à faire un court métrage, voilà, sûrement cette année. Mais voilà, déjà pour vous dire, le mec, à part dire, quand je regarde le grand écran, j'analyse pas, mais quand je regarde en DVD, j'analyse. Et il dit sur la vidéothèque, vous n'avez pas vu la vidéo, mais il dit à la vidéothèque, il dit pour ce qui est de la vidéothèque, ah c'est grâce à tout ça, machin. Ou alors ses parents ne lui ont pas initié forcément, ou alors ils se sont dit, ah, fais ce que tu veux fils, on s'en bat les couilles, on va juste te voir te regarder, te ridiculiser. Ils l'ont pas dit directement comme ça, mais dans les deux cas ils l'ont même pas aidé. Mais quand je vous parle des parents, vous allez pas en revenir, vous allez pas en revenir. découverte vidéo, alors ça c'est quelque chose que en fait j'ai vu au cinéma mais que j'ai revu qui est très très compliqué à trouver. Ouais, en fait je faisais ça aussi parce que je voulais voir si c'était vraiment un très très bon vidéoclub. Là, tu vois, il sait pas s'exprimer correctement. Il est surpris de retrouver un film qui était apparemment introuvable. Et là, là, il fait genre qu'il embrouille, tu vois. Il croit qu'il a tête ça par rapport au vendeur en lui disant, ah, je voulais voir si tu reconnaissais le film, machin. Que nenni. Mais alors là, mais quel boulet ce mec, putain. Et vous aviez tout, donc c'est ouais, le festin chinois de Tsoya. Ça, c'est l'extrait du film, hein. Pour moi, c'est un film d'éclat, c'est un film d'un réalisateur qui s'amuse. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi sur Fast and Furious 10, où je me suis vraiment fait plaisir, je me suis amusé. C'est un film d'arts martiaux, mais Non, 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 non. Alors, je vais l'interrompre 2 secondes. Ce qui s'est passé réellement, et ça, c'est un article qui l'a dévoilé, c'est que depuis que Justin Lin était parti de la production de Fast and Furious 10 parce qu'il n'en pouvait plus de Vin Diesel qui se comportait comme un gros connard et que Vin Diesel n'apprenait même pas ses répliques pour un Fast and Furious et pour Dominique Toretto, déjà tu te dis mais la logique du truc, tu vois, la logique du truc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le pire c'est que putain, excusez-moi, il faut que je me calme, c'est tellement drôle, mais alors, Louis Terrier, en fait, il a été appelé au secours parce que c'est juste un pote de Jason Statham
à la base parce qu'ils ont bossé tous les deux sur le transporteur. Et en fait, c'est apparemment Nathalie Emmanuel de cette saga de merde ou Jason Statham qui ont dit au producteur: ah non, mais appelez-le Terrier, il est vachement sympa. Hein. Parce qu'il est sympa, le mec! Pas parce que c'est un putain de bon réalisateur! Parce que ces deux connards, ils se sont dit au producteur: non, mais c'est un mec sympa, prenez-le! Il aime bien Fast and Furious! C'est le pote de Statham! Sans compter que Sans compter que forcément, t'as Louis Terrier qui fait genre. En fait, il avait dit dans une interview de Fast and Furious. Bref, j'en ferai sûrement une analyse comme je le fais là dans cette vidéo en question. Enfin, comme je le fais là sur Louis Terrier en question dans cette vidéo là. Bref, du coup, t'as le mec qui prétend. T'as le mec qui prétend qu'en fait il a refusé, mais que sa femme lui a convaincu, mais les couilles. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Louis Terrier, certes, on peut imaginer qu'il a accepté, je sais pas quoi, mais pardon, au final, au final, il a écrit tout un scénario en une nuit de Fast and Furious 10. C'est-à-dire que le mec, apparemment, il a écrit tout le scénario de Fast and Furious 10, mais il a même pas été crédité en tant que scénariste. Non, non, c'est un scénariste de merde et c'est Justin Lin qui ont été crédités pour ce dixième film de merde de cette saga de merde. Vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est que le mec se fait pigeonner, il se rend même pas compte. Les Amerlocs de merde là, ils lui ont dit, enfin les Britanniques à la con là, les acteurs britanniques à la con, ils lui ont dit: oh, t'es vachement sympa et allez producteur, vous avez vu lui, il est vachement sympa. Oh, c'est un pigeon quand même, on peut l'utiliser pour Fast and Furious. Ah oui oui oui, course machine industrielle, vous en faites pas, hein, c'est un pigeon, il aime Fast and Furious, hein, il se rend pas compte, mais vous savez comment sont les Français, hein. On va continuer. De cuisine. Soya, qui était un réalisateur absolument incroyable, légendaire, il fait un film de cuisine. C'est Masterchef, mais avec les plus beaux plans que vous avez vus de Kung Fu, etc. Donc c'est vraiment un film que j'adore et que je recommande souvent, mais que personne ne trouve. Donc maintenant, je leur dis, bah, venez à Paris, il y a un vidéoclub qui l'a. Je sais pas si dans ce vidéoclub ils en ont dans toutes les langues, ces DVD. Bref, déjà que tu as certains DVD qui, dans certains États, certains pays, ne marchent pas sur certains appareils, ça dépend desquels, ça dépend de la localisation d'un modèle de DVD et d'un modèle de Blu-ray aussi. Mais, alors, excusez-moi, je sais pas pourquoi ce chargeur marche pas, ça me casse les couilles, putain. J'espère que ça va pas se décharger. Mais putain! Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, voilà. Ça n'a pas intérêt à se décharger. Je disais quoi déjà? Ah oui, les plus beaux plans de Kung Fu pour ce film de cuisine à la con. Mais je rappelle juste que le gars, il a fait des scènes incompréhensibles, comment dire, brouillon, comme pas possible, avec des steadicams dégueulasses, quand tu vois à quel point il a mal filmé des scènes d'action avec Jason Statham dans le Fast and Furious 10. C'est fou quand même. C'est fou. Là, la batterie, ça va, on va continuer. Alors j'ai rencontré le diable. Deuxième film, C'est hein. vraiment pour moi une claque. Le cinéma, moi, coréen, a tout changé pour moi. C'est une nouvelle vague de cinéma. Les films, les structures sont différentes. Les films, justement, en fait, qui ont explosé les sentiers battus. Le cinéma coréen commence là où le cinéma occidental s'arrête. C'est-à-dire que le premier acte d'un film coréen, c'est le dernier acte d'un film occidental. Et donc, J'ai rencontré le diable commence avec la fin un film et continue. Et on ne sait pas où ça va. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier acte d'un film coréen, c'est le dernier acte d'un film occidental. Et donc, J'ai rencontré le diable commence avec la fin un film et continue. Et on ne sait pas où ça va. Oh, il articule tellement mal, mon dieu. Oh, mais t'as plus 15 ans, frère. Enfin, ressaisis-toi, sérieusement. Donc, oh là. Mais quand tu fais un film solo, ok, mais tu parles d'une saga comme Fast and Furious, où t'as 10 films qui se sont succédés, littéralement. Je parle même du spin-off de merde. Et la saga est assez bordélique que ça en termes de cohérence, foiré. Et là, tu fais un film Fast and Furious où en fait, en gros, t'as les producteurs et Vin Diesel qui t'ont demandé, parce que t'as eu les mains liées pour ce scénario de merde, ils t'ont appelé le soir même pour que t'écrives cette merde de scénario.
pour même pas te créditer à la fin, ils t'ont dit, ah bah en fait, ouais, t'aimes tes trucs coréens de mes couilles, ah bah tu sais quoi, ok, fais ton truc à la con, mais par contre, tu vas nous teaser une suite dans ton scénario de merde. C'est-à-dire qu'à la fin, on va finir par un gros twist de merde, où en réalité, ce sera une fin en mode suspendu, sans aucune putain de raison. T'as Gisèle qui va revenir et c'est tout. Le mec, il croit avoir des références cinématographiques, il croit avoir des de ça, mais le mec est tellement lunaire et complètement éclaté au sol en termes de logique de soi-même. Elle s'arrête. C'est-à-dire que le premier acte d'un film coréen, c'est le dernier acte d'un film occidental. Et donc, J'ai rencontré le diable commence avec la fin un film et continue. Et on ne sait pas où ça va aller. Il y a du très 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 grand cinéma dedans, enfin du jeu absolument incroyable. Très dur. Oui, c'est très dur. Si ouais, j'hésitais, je me suis dit, ah non, j'ai pris des trucs un peu trop très noirs, mais bon, je suis un mec plutôt sympa. Vous verrez. Je vais même pas m'attarder là-dessus, mais ouais, mec très sympa, hein. Déjà, tu te vantes. Déjà, t'es un bisounours, hein. Ça se voit à ta gueule, ça se voit à ta façon de faire des films. Pourtant, tu regardes des films violents, mais en même temps, tu ne tournes pas vers des films sombres, t'alternes pas dans ta cinéphilie, alors que je rappelle que tes parents travaillent. On va y venir bientôt. Vous en faites pas, les amis. Je tease, mais vous en faites pas. Les attentes, je fais grimper les attentes, plus que James Gunn avec Superman. Vous allez voir, vous allez voir. Écoutez bien. Le film-là est à son incroyable et il y a des plans dedans. Vraiment, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Je ne savais pas. Notamment une séance de. Mais il parle comme un spectateur lambda. T'es réalisateur, bordel de merde. Tu travailles dans le cinéma. T'as même été. Oh, tu sais quoi, je vais spoiler, j'en ai rien à foutre, je vais vous spoiler. T'as même été assistant réalisateur avec Alain Chabat dans Astérix Cléopâtre. Mais elle est où la putain de logique dans ta merde? Elle est où la putain de logique de ta mère? Espèce de connard. Ah, c'est bon là. Séquence à l'intérieur d'un taxi et je me suis dit, mais moi, c'est mon métier, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Et Ouais, tu te poses trop de questions. Essaye d'être inventif, d'être réfléchi dans ce que tu veux faire, putain. Essaye d'analyser de comment t'as fait, voilà, comment ils ont fait tel plan, fais des recherches sur le cinéma coréen, que t'aimes autant apparemment, hein. Essaye de voir les techniques, les lumières, machin, hein. Puisque apparemment tes parents ils ont rien foutu par rapport à ça. Ils ont pas fait leur boulot de parents. Vous allez comprendre les gars, hein. ce plan-là a inspiré des plans de Fast and Furious qui n'avaient jamais été faits. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ce film-là. Voilà. Il y a un autre film asiatique, mais juste pour J'en son doute très acteur, fort. parce que c'est un acteur que Je doute très fort que Fast and Furious se soit inspiré de ça. J'en doute énormément. Corrigez-moi si je me trompe en commentaire, mais je doute réellement pour ceux qui ont les références des films. Osez me dire, honnêtement, que ça a inspiré Fast and Furious. Osez-moi le dire. tu as côtoyé. Oui, tout à fait. Il faut une fois en Chine 1 et 2 qui est incroyable. Alors, il a mal articulé, mais il avait dit en gros, il était une fois en Chine. Il était une fois en Chine, 1 et 2, avec Jet Li. Écoutons. Jet Li, c'est un acteur où j'ai compris, mais c'est vrai que j'avais travaillé déjà avec John Satta, mais c'est où vraiment l'implication de l'acteur dépasse les scènes de comédie, rentre dans les scènes d'action, et c'est là où, grâce à Jet, j'ai compris que l'action et la comédie, c'était des lignes brouillées et qu'on pouvait continuer, et c'est pas... La comédie ne s'arrête pas, en tout cas l'histoire, le personnage ne s'arrête pas quand la scène d'action et la baston commence. Voilà. Et ça, c'était important pour moi. J'ai vraiment compris ça grâce à Jet. Et j'adore Jet et c'est quelqu'un que... Déjà ça. Analyse zéro. Analyse zéro. Il parle même pas de valeur de plan, il ne parle même pas de cadrage, il ne parle même pas de mouvement de caméra, c'est zéro. C'est zéro. Là, malheureusement, j'ai pas l'image à vous montrer, je peux pas vous montrer l'image, mais en gros, même ceux qui travaillent dans le cinéma comme moi, ils entendent ce genre de langage, mais c'est zéro pointé. En école de cinéma, c'est 0/20. 0/20. je respecte et que c'était vraiment de le voir arriver sur le plateau et de le diriger. Et surtout que c'était non seulement Jet. Non, avec dans Danny the Dog, excuse-moi Louis,
t'as pas été réalisateur. Non, il y avait un autre réalisateur qui était cité à ta place au générique. Non. Toi, t'as été l'assistant, d'accord? Tu as été l'assistant. C'est juste Luc Besson qui a fait genre un forcing pour dire que c'est lui le réalisateur, alors que tu n'as pas réalisé Danny the Dog, tu n'as pas réalisé Le Transporteur. Non, non, non. Ton nom était juste utilisé en hors champ en tant qu'assistant réalisateur. Point barre. Mais aussi Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon qui a fait une belle carrière après. Et c'est vraiment à chaque fois, c'était un Bob Hoskins. Bob Hoskins. Vous vous rendez compte que Bob Hoskins a joué dans l'un des films de ce merdeux? film exceptionnel. C'est vraiment peut-être le film de ma carrière au début où qui est le plus personnel, où j'ai fait vraiment tout ce que je voulais. C'était un film un peu bizarre, Luc Besson qui produisait le film. Il m'a donné genre ouais, j'ai promis à Jet de faire son film, tu veux le faire, c'est son idée originale, il veut jouer un chien. Bon, allez, salut. Et c'est vraiment, mais tu fais ce que tu veux. Donc je fais, Tu vois Luc Besson qui dit à Louis Terrier, non, non, les gars, s'il vous plaît, juste une chose. Besson, là, hein, il était, déjà que c'est un patron toxique et que c'est un manipulateur, que c'est un violeur, Besson, déjà. Je vous mettrai en lien en description la vidéo que j'avais faite sur ce fils de pute, la réaction que j'avais faite sur ce gros connard de Besson, qu'on crache bien sur lequel on crache bien à la gueule, tu vois, sur lequel il faut cracher à la gueule. C'est compliqué là. Luc Besson, il laisse pas la liberté aux artistes. Ça, c'est faux. Luc Besson, il impose un putain de scénario et il t'ordonne de réaliser ce putain de film. Parce que Luc Besson, il préfère se taper les meilleures stars et faire ses films de merde. Et comme ça, non. En fait, il t'utilise en tant que yes man pour faire des petits films à la con qui récoltent de l'argent facilement comme de la merde. Et ensuite, hop, il vole ta thune et il va faire ses films de merde avec ta thune. L'argent que t'as gagné. Ouais. Bienvenue à Hollywood, pétasse. Bienvenue dans l'industrie du cinéma, sale pute. vraiment ce que je voulais. Et puis on s'est entendu avec Jet. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle sur ce film, je vais vous la raconter. J'étais assez jeune, hein, j'avais 27 ans à l'époque, c'était mon deuxième film. Et Morgan, il avait genre un mois sur le tournage, il arrive, je vais le voir à l'hôtel, et là on commence un peu à parler de... Et Paris, vous connaissez, oui très bien. Mais bon, ça dure un peu, je suis un peu genre... Pour vous montrer à quel point c'est un bolos, ce mec, écoutez bien ce qui va suivre. Hein. Écoutez bien. Bon, il veut parler. Il fait vraiment la causette. Je lui dis bon, bah, Morgan, vous êtes peut-être fatigué, on va peut-être commencer à faire ces essayages. Et il me dit oui, mais vous voulez pas qu'on attende le réalisateur? Je me suis dit mais qu'est-ce qu'a raconté Luc à Morgan? Est-ce qu'il lui a dit que Quand je vous dis que Luc Besson, il considère ses associés comme des sous-merdes qu'il utilise juste pour gagner de l'argent. Et allez pas me faire croire que Luc Besson, ah il est plaisantin, machin, avec toutes les polémiques de mer qu'il a fait. Mais attendez, Luc Besson, je rappelle juste que, hein, il a failli voler le scénario de Eiffel à sa scénariste originale déjà. Et en plus, il a carrément plagié une idée de Catherine Bigelow pour réaliser le film Jeanne d'Arc. Pour vous dire, hein, le mec scrupuleux, et même pour ceux, hein, faut rappeler ça en commentaire les amis, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il a même carrément travaillé sur le film en noir et blanc là, avec Pierre Jolivet. Et quand il a été récompensé à Avoriaz pour ce film en noir et blanc, Le Dernier Combat, ouais, c'est ça. Et bah, au final, t'as Pierre Jolivet qui a même pas été appelé par Luc Besson pour venir sur scène. Et en fait, ce qui fait que Luc Besson a pris toute la gloire du film, toute la célébrité, et il a mis complètement de côté Pierre Jolivet. Vous voulez que je dise, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise après? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et en fait, Luc Besson, il suce. En fait, non, c'est lui Terrier qui suce Besson parce qu'en fait, il a besoin de thunes. Mais en fait, lui Terrier, il croit qu'il a la thune, a cette thune machin, alors qu'il se fait encore plus manipuler par Luc Besson. Et qu'en fait, Luc Besson, il vole sa thune, mais lui Terrier est influençable. Lui Terrier est un putain d'influençable de merde. C'est tout. Donc la preuve que Morgan Freeman, il le trouve tellement insignifiant. Mais tellement insignifiant. Et ça fait rire les gens, enfin, avec votre wokisme de merde et votre macronisme de merde.
Voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui, c'est ça. Et apparemment en 2025, on va encore avoir un film de Besson. Ah bah oui, parce que encore une fois, il n'y a pas de criminels qui sont arrêtés en tôle, parce que c'est relaxé, on a une justice laxiste dans ce putain de pays de merde. Ah bah oui, les violeurs, les pédophiles, pardon, je voulais dire les pédophiles, excusez-moi, tous ces gens-là, eux, ils sont relaxés, et les victimes, en fait, quand elles veulent se défendre, on les fout en tôle, et là par contre, ah, on les fout en tôle. Excusez-moi, c'était une notification à la con, on va continuer la vidéo. C'est lui qui a réalisé, donc j'ai dit non, mais c'est moi, pardon, monsieur, je suis le réalisateur. Ah oui, j'ai pas compris, je crois que c'est Luc Besson qui a réalisé. Super pro, on n'a pas dit non. Hormis le Morgan Freeman qui a eu du respect pour ce bonhomme à la con, malgré ça. Écoutez ce qui va suivre. Non, il est ravi, ravi, enchanté, on s'est très très bien entendu, et d'ailleurs on est. Non mais en fait, Morgan Freeman, il était ravi de te voir et de bosser avec toi parce que t'es relié à Luc Besson. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a eu un test avec Louis Terrier pour qu'ensuite Luc Besson prenne Morgan Freeman pour Lucie. Parce que Luc Besson, il voit avec les autres, si ces Yes Men de merde s'entendent avec ces acteurs de merde, et ben en fait, Luc Besson va prendre ces acteurs de merde pour les foutre dans ses propres films à lui. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, et après c'est tout. Excusez-moi, je continue. On est devenus amis et maintenant on a fait deux trois films ensemble, voilà, on se connaît très bien. Tu as sélectionné un film italien assez oui. Récent. Assez récent, mais encore une fois très très original. Le film s'appelle Dogman. Dogman. De Matteo Garonne, 2018. Mais je vous dis juste, hein, vous vous souvenez d'un certain film Dogman de 2023 avec ah, réalisé par Luc Besson et scénarisé par Luc Besson qui a essayé de plagier Joker. On y est les amis. On y est les amis. En gros, t'as Luc Besson qui ordonne à ses Yes Man de regarder des films au pif comme ça. T'as Louis Leterrier qui a rapporté ce film-là à Besson. Et Besson s'est dit, ah bah je vais faire un sous Joker. Avec le même titre de film. Man, justement, vraiment ce film-là m'a touché et j'ai vraiment aimé l'originalité de ce film. Bon, évidemment, on peut trouver des choses dans tous les films, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un Ouais, trouver des choses dans tous les films. Bah, bon, t'aurais pu quand même citer la phrase de Martin Scorsese qui dit il y a un chef-d'œuvre dans chaque film. Hein. Bon, Martin Scorsese qui apparemment pour ce qui est de Marvel, c'est compliqué de regarder les Marvel. Ce que je peux comprendre de sa part, en tout cas. C'est clair et net. Ce film est un chef-d'œuvre justement par sa composition, son rapport avec ce personnage cassé, son rapport avec les chiens. Je sais pas. Ça vous rappelle rien, les gars? Avec un petit soupçon de Joker, de film d'action pauvre du cul. Et avec, ah bah oui, le wokisme, avec un homme qui se travestit. Parce que Luc Besson, il a dit qu'il avait critiqué Macron, machin. Parce que oui, il avait dit un jour, Luc Besson, blague à part, qu'il avait critiqué Emmanuel Macron, qu'il serait sévère avec lui. Mon cul, il s'adapte à son système de gaucho de merde. Il s'adapte à son système de gaucho de merde. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. J'avais déjà vu l'histoire de Scorsese à travers le cinéma. Scorsese dit qu'il y a un chef-d'œuvre dans chaque film, que ça soit un film entier, un acte, une scène. Bon, au final, il l'a dit. Je mets à coup de pas, juste mets à coup de pas pour ça, ok? J'ai arrêté un peu trop tôt la vidéo. Mais, écoutez. Plan. Et moi, je pense que ce film-là, il y a 20 chefs-d'œuvre à l'intérieur. En fait, non. En fait, il utilise ce beau par-là, tu vois, pour dire, en fait, vous vous rendez pas compte, mais on m'a dit de glorifier ce film-là, mais en fait, Luc Besson l'a plagié, justement, en 2023, pour Dogman, son film de merde Dogman, à Luc. Donc tu vois, les bobards comme ça, on en a assez. Enfin, Il y a vraiment des choses absolument incroyables à apprendre de ce film-là. Le cinéma français, tout à fait. Il y en a plein. Il y en a quelques-uns qui devraient parler. Oui, il y en a deux endroits qui vont me parler. Alors voilà, celui-ci. Tiens, écoute. Toujours l'atterrissage qui est un peu lourd. Je crois que c'est grâce à ce. bon, Astérix et Cléopâtre. Bon, comme par hasard, je sais pas si vous voyez l'image, hein. Vous voyez pas?
Si j'éteins la lumière, excusez-moi. Alors, bref, vous n'allez pas voir, c'est pas grave. Je vais vous le dire moi-même. En gros, Louis Leterrier, il est en train de montrer un DVD d'Astérix Cléopâtre, mais dédicacé par Alain Chabat. Pour vous montrer à quel point ces mecs se sucent entre eux. Et que c'est tellement impersonnel, vraiment impersonnel comme émission. C'est vraiment une émission impersonnelle où les mecs, en fait, ils se foutent pas à poil. Ils se sucent la queue entre eux. Ils se sucent la queue entre eux. Bande de cons. Film-là que je suis devenu réalisateur. Vraiment, pour la petite Non histoire. mais parce que t'as été assistant dans ce tournage de merde avec Alain Chabat, tu le sais, tu le sais. J'avais justement taclé Louis Leterrier par rapport à une blague Fast and Furious dans Astérix de Netflix, parce que oui, il y a l'un des personnages qui s'appelle Fast and Furious. C'est un jeu de mots justement avec un nom romain. Bref, vous verrez ça en description sur ma critique d'Astérix de Netflix, 100% spoiler pour ceux qui veulent aller la voir. Mais c'est assez ironique à quel point le mec se fait baiser comme un con, quoi. Soit Alain Chabat, il a voulu rendre hommage à son pote dans Astérix de Netflix, ou soit, en fait, il se blaire pas, et en fait, il voulait vraiment tacler lui Leterrier pour lui dire Fast and Furious, c'est de la merde. C'est tout, en fait. Déjà que tout Astérix de Netflix se fout littéralement du cinéma d'aujourd'hui. Blockbusterien, bien sûr. Je voulais faire plein de choses dans la vie, peut-être être musicien, etc. Mais depuis que je suis petit, je fais des courts-métrages. Et j'ai commencé à faire des études de cinéma. Non, 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 non. Tes parents, on va y venir, hein, mais tu voulais pas être musicien, c'est faux. C'est faux. Des études aux États-Unis. Aux États-Unis, à NYU, on nous a tous mis dans une salle, 700, et on a dit qui veut devenir créateur de costumes, 1. Qui veut devenir chef-op, 15. Qui veut devenir réalisateur, 675. Moi, j'étais à côté des fils de Spielberg. Ouais, bon, en tout cas, j'ai envie de te dire, tu voulais certainement pas devenir, je sais pas moi, technicien, parce que, ou chef opérateur, parce que je peux te dire que, bon, en même temps, par rapport à la lumière et comment elle est utilisée, vu comment tu choisis tes équipes pour loin du périph', ça aurait pas été terrible, hein. T'es un mauvais gestionnaire de tournage par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Quoi d'autre? Le classique, hein, tout le monde qui veut devenir réalisateur, parce que hein, c'est la gloire, c'est la célébrité, hein, c'est les queues et c'est les putes, hein, c'est Puff Daddy et les freak-offs, hein, c'est les white parties. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais, écouter des fils de Spielberg, de Scorsese, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, frère. Parle-nous de toi, pas de tes suçages de queue. Putain. En fait, tout son cinéma, c'est pour sucer des queues. Parce qu'il est dans une famille, vous allez découvrir, il est dans une famille, je pense que vous avez déjà deviné, mais vous allez comprendre. De machin, de Brian De Palma. Je me suis dit, moi, je n'arriverai jamais à devenir petit français réalisateur de films. Mon intérêt, c'est de faire du cinéma. Arrête tes bobards. T'as été assistant réa d'Alain Chabat. T'as été assistant réa de Luc Besson. De qui tu te fous de la gueule? Luc Besson qui apparemment est un pote de Spielberg, entre guillemets. S'il te plaît. C'est pas de devenir réalisateur, c'est vraiment de faire, d'intégrer ce monde. Après avoir fait... Mais intégrer ce monde, tu l'as déjà intégré parce que tes parents sont dans le cinéma. Ça y est, j'ai spoilé, je m'en bats les couilles les gars. Bah, il m'a énervé. Sa mère est costumière, son père a déjà travaillé en tant que régisseur, je sais pas, vous allez découvrir par la suite, je sais plus exactement pour son père, mais vous allez voir. En résurrection en tant qu'assistant avec Jean-Pierre Jeunet, je suis rentré... Voilà, mais voilà. Parce qu'il a des contacts de grands réalisateurs français. Jean-Pierre Jeunet pour Alien 4, il était assistant réa. Voilà. De quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez, putain? Et lui, ce mec-là, il a percé alors que le fils de Spielberg et de Palma, ils ont même pas percé. Mais c'est une dinguerie. Ah, j'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de péter mon crâne, putain. En France, à cause d'un visa que je n'avais plus. Et j'ai commencé à travailler sur... Avoir fait Alien Résurrection en tant qu'assistant avec Jean-Pierre Jeunet, je suis rentré en France à cause d'un visa que je n'avais plus. Et j'ai commencé à... Non, peut-être parce qu'après Alien 4, on a vu que c'était de la merde et qu'en fait, on t'a dégagé pour que tu reviennes en France. Parce que les Américains ils se sont dit, ah, Louis, ton travail avec Jeunesse sur Alien 4, les gars, vous les Français sur Alien, pas terrible. Travailler
Jeanne d'Arc de Luc Besson. C'est très bien entendu avec Luc. Ensuite, Vous voyez à quel point ce genre de mecs sont des vendus. Avec ce que je vous ai dit sur Catherine Bigelow, qui s'est fait voler son projet. Mais vous voyez. D'ailleurs, je rappelle que dans ce film Jeanne d'Arc, t'as Mila Jovovich, qui était à la base la femme de Besson, qui est dans ce film et qui joue Jeanne d'Arc. j'ai fait Mission Cléopâtre en tant que second assistant. Je me suis tellement entendu avec Alain Chabat, on s'adorait. Il a vu en moi un peu un cinéaste en devenir, mais toujours vraiment, non, mais un jour peut-être, mais on parlait des mêmes choses. Et quand il a fallu faire des entendus avec Alain Chabat, on s'adorait. Il a vu en moi un peu un cinéaste en devenir, mais toujours vraiment, non, mais un jour peut-être, mais on parlait des mêmes choses. Et quand il a fallu faire. Alors, c'est Alain Chabat qui te disait, ah non, peut-être un jour, je ne sais pas si on va collaborer. Ou alors, c'est lui qui a dit ça en mode, oh, je suis pas sûr, lui, restons de bons potes, hein, mais je pense que Alain Chabat, il a vu que t'étais un réal de merde, hein. Il fait croire que t'es son pote. Et le truc, c'est que c'est pour ça qu'il s'est foutu de ta gueule dans le Astérix de Netflix. Voilà. Parce que, voilà. T'es juste un technicien, le Taillé. T'es juste un chef-op à la con. Tu sais rien. Tu sais rien, mec. Des petites deuxièmes équipes, Alain m'a dit tiens fais ci, fais ça, et tiens il y a un caméraman qui va t'aider. Quand je vous dis que c'est un yes man, qu'il est utilisé comme une charade de bœuf. C'est tout. Luc Besson, tu le connais un peu. J'ai dit merde, Luc, que j'adore, enfin, avec qui j'avais travaillé. Et on a passé une journée à faire La roue infernale, les amis. La roue infernale. 25 plans et on bougeait les trucs. Et moi je joue d'ailleurs dedans, je joue Où est Charlie, je joue dedans parce que j'étais toujours l'assistant. Et on a passé une journée à faire 25 plans et on bougeait les trucs. Et moi je joue d'ailleurs dedans, je joue Où est Charlie, je joue. Quand je vous dis qu'il est utilisé, ce mec-là. Quand je vous dis qu'il est utilisé comme un slave. Regardez ça. Bon, trop lumineux, vous n'arrivez pas à voir, c'est pas grave. Mon dieu. Dedans, parce que j'étais toujours l'assistant qui était au milieu de tout le monde. Et Luc Besson, à la fin, je le vois en train de parler avec Alain. Loulou, on rentre à Paris. Et Luc me dit tiens, tu vas passer me voir au bureau, etc. Et Luc me dit je me suis tellement amusé avec toi, je vois en toi un réalisateur. Est-ce que tu veux pas m'aider à faire ce film-là? Là, il me donne le scénario de Transporteur et j'ai 26 ans, voilà, c'est ça. Bon, là, c'est la pub, vous m'excuserez, les gars. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et c'est grâce à ce film-là, et je peux vous montrer exactement les plans avec lesquels je suis devenu réalisateur. Voilà, c'est ça. Au-dessus, alors voilà, je vous explique. Voilà, Le condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Cet homme, c'est mon papa. Il est devenu acteur. C'est drôle. Déjà que les acteurs et actrices sont très arrogants et très prétentieux et de vrais divas, quoi. Là, ça, tu vois ça. Tu vois, le père de Le Terrier s'est dit, moi je suis acteur, j'ai un ego de péteux de mes couilles. Le Terrier, je suis pas sûr. Mon fiston, je suis pas sûr de t'aider. Essaye de te démerder, ouais, fais des trucs avec Besson. Moi j'ai trop de consistance, moi j'ai peur de brouiller tes pistes. Puisque son père, il en a rien à foutre de son fils. Il en a rien à foutre. C'est un mauvais père. J'ai vu l'autre jour M. Night Shyamalan qui est justement, Mina, je parlais de ça ici. This is the best sushi you will ever have. Run. Ah bah oui, il se référence sur les autres émissions parce que bah oui, bah bien sûr, Louis Terrier, il cite M. Night Shyamalan de l'autre émission avec le même film. Ah bah oui, il faut bien se faire remarquer par Shyamalan pour faire sa merde. Mais oui, mais bien sûr, si Shyamalan vraiment il prend Louis Terrier, mais allez vous faire enculer. C'est quoi ce monde de fou? How much he squeezes out. Ouais, il parle en anglais, on s'en bat les couilles. Là. Pour un enfant de 7 ans qui va le voir et qui voit son père dans un truc austère, en prison, etc. Bah fallait pas regarder ça à 7 ans parce que ton père il pète, parce que ton père acteur il pète plus haut de son cul et il veut juste t'inculquer que lui c'est un viril et qu'il veut te faire pisser dessus et te faire devenir un faible quand tu seras adulte.
que tu te fasses marcher dessus par des connards comme Vin Diesel ou Tyrese Gibson, c'est tout, t'es une merde, Louis Leterrier, t'es une grosse merde, Louis. Et ça m'a complètement choqué. Je me suis Déjà, Louis, déjà à prononcer ce prénom, mais Louis, oh, c'est dégueulasse. Je suis désolé pour ceux qui s'appellent Louis, mais même Louis c'est mieux quoi. Et encore, c'est pas mieux non plus au final. retrouvé vraiment au milieu de cette famille de cinéma. Et d'ailleurs, voilà, j'en prends un autre, Coco avant Chanel. Coco accepte gentiment de nous interpréter sa chanson. Très beau film d'Anne Fontaine. Mais ce joli pyjama a été créé par ma maman qui J'ai besoin d'en dire plus. J'ai j'ai vraiment besoin d'en dire plus. fait des costumes. Voilà, entre mon papa cinéaste, ma maman créatrice de costumes, j'ai vécu dans une Cinéaste? Non, 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 ton père, tu viens de dire qu'il était acteur. Il a pas réalisé de film. Non, non. Ah, mais tu es moi, mon dieu. famille de cinéma et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, beaucoup de chance. C'est drôle parce que finalement le cinéma Ah Oh, la révélation. Est-ce que ce ne serait pas par hasard grâce à ses parents? Non, je crois pas. Oh, mais est-ce qu'il n'a pas eu quelques contacts quand même, mes couilles? Parce qu'en fait, je pense que réellement, les parents de cette pute, tu vois, ils l'ont redirigé vers les pires losers du cinéma. Ah, mais vas-y, bosse avec eux. Ah, si, ils sont très bien. Ouais, hé chérie, on va bien se foutre de sa gueule le samedi soir. Hein. On va bien regarder ces nanars de merde en se bourrant la gueule et en se tapant des putes. Hein. En se tapant des putes. j'ai l'impression d'en faire partie et pas trop. Moi, Oui, mais enfin, insaisissable en anglais, transporteur 2 en anglais, incroyable Hulk. Ouais, enfin. Non, mais l'incroyable Hulk, tout le monde a oublié ce film de merde. On a attendu 2025 pour que ce film soit cité dans Brave New World. Et encore, putain. Et encore, dans ce film-là, ils auraient pu reprendre les flashbacks de ce film-là, du film Hulk, et améliorer les effets spéciaux. Parce que visuellement, ah putain, il est dégueulasse l'incroyable Hulk. Ah mais le Red Hulk, il est stylé, il a de la race. Et Marc Ruffalo, putain, Marc Ruffalo, mais putain, Louis Leterrier, tu ne t'es même pas imposé pour, comment dire, prendre Marc Ruffalo à la place de Edward Norton pour l'incroyable Hulk. Et putain, moi en fait, même pour te dire, hein, heureusement que même Marc Ruffalo n'était pas dans ce film, parce que si on avait eu un Marc Ruffalo comme dans le Hulk qu'on a vu là dans ce film de 2008, oh mon dieu. Mais heureusement qu'on a eu Marc Ruffalo comme on l'a eu dans les films Avengers. Heureusement. Heureusement, visuellement, on n'a pas été crevé des yeux. C'est la section française, c'est ça? C'est réalisateur français. Ah oui, d'accord, c'est pas réalisateur. Ouais, d'accord. Oui, non, c'est Tu te sens On va continuer, je crois. pas de Paris du cinéma français. J'aimerais bien, mais on me considère pas comme vrai. Je suis trop pas américain pour les Français, je suis trop français pour les Américains. Je suis un peu toujours entre les deux. Mais tu vois, il n'a aucune référence sur son cinéma là. Il a que des lacunes. Bon, moi non plus, je suis pas le plus grand expert en cinéma français, mais le mec, il a 50 ans, il est cinéaste français, il est dans une famille de cinéma, et il a des lacunes énormes, à part sucer papa et maman, zéro pointé. Zéro pointé. Alors, ça c'est intéressant. On ne me touche pas. Pourquoi clé de bras on me moleste. C'est intéressant parce que justement, Ah oui, bah, vous voyez, de l'autre côté du périph', la suite, loin du périph', on y est, les amis, ah, on y est. Ah, ça va être jouissif. comme je me retrouve comme ça, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, je me suis rendu compte, transporteur, machin, t'as jamais fait de film en français, et de série en fait. Et donc, Lupin ou Périph', en fait, c'est des recherches pour moi de voir si j'arrive à réaliser en français. J'arrive à... Il dit quoi? Ouais, j'arrive à réaliser en français, c'est pour tester si j'arrive à réaliser en français. Moi, Lulu Terrier. Oh là là, oh là là, le respect que j'ai pour la France. Je suis tombé amoureux de Omar Sy, oh là là. Oh là là, le scénario de Jean du PF extraordinaire. Le comte.
reste 10 minutes encore. Priez pour moi, mes amis. Amen. Les acteurs en français. Et la réponse est oui. Oui, mais c'est pas évident parce que c'est un truc c'est une musicalité en fait. C'est ta propre langue. C'est ta propre langue. En quoi c'est compliqué? Bon, être acheminé comme un connard, bon, en même temps, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Donc je me suis dit, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est de faire machin? Est-ce que je trouve ma place en cinéma français? Est-ce que je fais pas de l'américain? Les deux ont marché, donc ça a quand même plu. Frérot, Donc, voilà. non mais, frérot. Oh, mais il est malade, hein, mais. Oh. Sauvez ce jeune homme! Il est autiste! Ce jeune homme est autiste! Ayez de la pitié pour lui! Ayez pitié pour lui, le terrier! C'était intéressant. Et puis, non, et surtout, j'avais vraiment de très bons copains, et surtout Omar et Laurent. Enfin, c'est vraiment des gens exceptionnels. Non, ces mecs-là, surtout Omar Sy, ils ont pris presque tout le budget du film. Et au final, vous vous êtes retrouvé avec un film comme L'An du Périph', avec un budget limité, avec un décor comme de merde, les Alpes, pour faire un film d'action pauvre du cul, chiant, lourdingue, avec zéro évolution de personnage, avec un propos wokiste de mes couilles, avec un Omar Sy raciste de tous les blancs, sauf de la jolie brunette qui au final, à la fin de ce film de merde, était l'une des méchantes racistes. Et au final, Omar Sy, il a de l'empathie pour sa copine, son crush de Alice de mes couilles. Alors qu'elle est raciste. Et même les clichés français, putain, les stéréotypes français ridiculisés en mode cynique. C'est vraiment amusé. Avant qu'on change de rayon, il y avait un film dont tu voulais nous parler? Oui, même chose. Mais, en fait, pour moi, c'est des claques de cinéma que j'ai choisi un petit peu. C'est surtout des moments qui ont changé ma voie de cinéma, où j'ai compris autre chose. Et ce film-là, Seules les bêtes, hein, de Dominique Paul. Il y a quelqu'un dehors. Comment ça, quelqu'un dehors? C'est un film qui m'a vraiment fait comprendre que la structure cinématographique, scénaristique, pouvait complètement exploser. Ça nous faisait aller de l'avant, en fait. Plus on casse les codes, plus le film est intéressant, plus... Bah non, faut respecter la base d'un putain de scénario. Eh, frérot. Espèce de crétin, tu l'as lu ce livre? Tu l'as lu ce livre? Parce que moi j'ai 23 ans moins le quart. Et voilà, je suis en train de relire ce putain de livre. Et justement, hein, quand j'ai revu ton Loin du Périph' pour comparer, pour analyser ton film de merde, hein, et j'ai eu le courage, hein, et puis j'ai vu 3 fois ce film de merde, plus jamais je le revois, hein, plus jamais. Je l'ai revu 3 fois, pourquoi? Parce que 2023 je l'ai vu une fois, et là je l'ai revu cette année parce que c'était, comment dire, pour tester et pour analyser, et là je l'ai revu une dernière fois ce soir-là, pour justement comparer avec ce que j'ai à la main, et là j'ai eu le temps de l'avoir à la main celui-là, ce bouquin-là, pour savoir exactement comment écrire un putain de scénario. J'ai 23 ans, et toi t'as 52 ans. La honte! T'es une honte! T'es une honte pour le cinéma français, t'es une honte pour ton peuple, sale traître! Vraiment, on se dit, c'est quelque chose de fort, et ça rend l'histoire principale plus intéressante. D'avoir une histoire B, voire une histoire C, ça rend l'histoire principale encore plus intéressante. Donc ça, c'était très Là, je sais pas ce qu'il dit. très intéressant, et je le conseille à tout le monde, surtout aux Américains, en leur disant... Il se chie dessus parce qu'il pense que... Bah, il va forcément penser que des mecs comme moi, ils vont le tacler, forcément. Ah, ça fait tellement plaisir. Ah, je voudrais tellement qu'il floppe. Je voudrais tellement qu'avec son Fast and Furious 11, que le film, le 11e Fast and Furious, qu'il fasse un flop, qu'il gagne seulement, allez, 400 millions. Allez, 300 millions. Non, je vais ça par 300 millions. Oh. 300 millions le budget, ce serait tellement génial qu'il perde de temps. El segundo mutante de... Excusez-moi, j'étais grippé. Regardez ça, c'est vachement bien. Alors, en plus accent, Dark Crystal, alors là, le film qui a changé ma vie. Et d'ailleurs, dont j'ai dédié 8 ans de ma vie pour faire une prequel. Ouais. À 8 ans, c'est là. Ouais, une préquelle que personne n'a vue.
D'ailleurs, même pas Netflix ont rediffusé le film en question. Dark Crystal, j'ai envie de te dire en même temps, voilà. Si t'étais pas aidé par Frank Oz, c'est un peu compliqué au départ. Et bon, Dark Crystal. 8 ans de ta vie pour un projet inutile, c'est-à-dire un préquel. Ouais, un préquel. Je suis même sûr que dans ce film, il n'y a même pas besoin de préquel, de suite. Comme la trilogie Matrix, il n'y a même pas besoin de préquel, de suite. Toujours pareil. Crystal Age of Resistance, c'est sur Netflix. Et c'est un prequel que j'ai entièrement showrunné, produit, réalisé, steadicamé, monté, enfin j'ai tout fait, c'est une passion, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, si t'as vraiment tout fait, c'est que, honnêtement, tu aurais été au même niveau que le mec qui nous a fait Junkhead. Mais avec tous ces fonds verts, je sais pas, avec tous ces petits effets visuels à certains moments, en CGI, je doute que tu aies fait tout ça tout seul, Ulteria. J'en doute vraiment. Le premier film a été fait en Skeksis et absolument pas en anglais, a été doublé ensuite. Nous, on avait quand même décidé de le faire en anglais. C'est l'un des plus beaux souvenirs de cinéma, expérience de cinéma, claque. Et, Tu sais, c'est un film américain, Dark Crystal, hein, je précise juste. et pour moi, en tant que réalisateur, c'était vraiment, moi, ma série, c'était l'un des moments les plus forts. Fortement, ça, je voulais en parler. Là, on est sur la forteresse noire, les amis. La forteresse noire. C'est un film de Michael Mann. Michael Mann a fait quelque chose de vraiment différent, qui pour moi est un chef-d'œuvre, que j'adore. J'adore tellement que j'ai emmené mon équipe sur le Choc des Titans pour tourner à l'intérieur de la carrière de la forteresse noire, cette carrière de... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère. Tu crois que réellement, en fait, c'est en prenant... En fait, c'est en plongeant des idées et c'est en prenant les mêmes décors que... Ah, ça y est, référence. Oh, je suis un auteur. Quand je vous dis que c'est pas, on le prenne pour un bolos, mais pour un sale bolos de mes couilles. de tuiles incroyables, mais incroyables. Et je sentais, c'est le film qui m'a glacé le sang. C'est quelque chose de formidable. Maintenant, Ouais, bon, en même temps, t'as été biberonné par le cinéma français de merde de tes parents artistes de merde. T'as été biberonné par le cinéma américain et par le cinéma d'action, hein, parce que hein, quand on voit réellement ce qui se passe concrètement dans tes descriptions, bon, repense-y un petit peu avant de faire de la merde et avant de faire des films, surtout. c'est un film qui m'a. Je sais, c'est pas un très bon film, c'est un peu un navet. Outland. On est sur Outland de Peter James. Mais ce film-là, je l'adore parce que justement, il y a un côté un peu sale et c'est l'espace sale et c'est vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Il y a des choses qui m'ont choqué. C'est un peu l'avant Verhoeven, avant que Verhoeven fasse des choses un petit peu de shock value, mais qui veulent dire quelque chose. Shock value. Il y avait quelque chose à l'intérieur là-dedans. Mais en fait, j'ai pris des trucs. Je me suis dit, ah, un vidéoclub, c'est là où on peut faire des vraies découvertes. Et puis aussi, c'était des tests un peu. Enfermez-moi ce clown par pitié. À part dire c'est l'avant Verhoeven, oh là là, c'est. On peut faire des découvertes, oh là là. Oh, Dieu. En fait, moi j'apprends rien de son film Outland, j'en apprends mais rien du tout, mais rien du tout. C'est lunaire. Ah, c'est lunaire. Pour voir si vous y arrivez. Et on les aimait. Darkwater. Dark Waters. C'est pas un film prévu, mais je peux vous dire qu'il y a deux acteurs dedans qui ont changé ma vie. C'est Mark Ruffalo et Tim Robbins. Mark Ruffalo, c'est un ami. Bon, les gars, hein, juste une chose. En fait, il fait semblant de chercher les DVD, machin, mais hey,
C'est organisé avant. Hein. T'as le Terrier qui, comme tous les autres cons qui ont fait leur liste. Moi j'aime tel film, tel film, tel film. Et ils ont pas fait genre. Non, non. Hein. Ils sont allés pile dans les endroits où il y avait ces films-là dans la vidéothèque. Et en fait, ils ont montré exprès mise en scène de mes couilles. Et voilà. Vous comprenez bien? Je pense que vous comprenez bien. Et Marc Ruffalo. Marc Ruffalo. Par rapport à Hulk, mais en même temps, t'es son pote, t'es son pote. Mais bon, il a un peu pitié de toi, Ruffalo, parce que t'es une merde. Alors que tu t'es pas battu pour Ruffalo, justement, pour l'incroyable Hulk, ou l'incroyable Hulk, ou alors Ruffalo s'est dit ah, j'allais faire ressembler à ça en 2008 visuellement, en Hulk. Ah, t'es gentil, Louis, mais à la prochaine. Salut. Salut. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Hollywood et on fait vraiment de belles rencontres à Hollywood, des rencontres humaines et on s'est tellement aimé qu'on s'est dit allez on va faire un film ensemble et ce film-là, c'était l'incroyable Hulk. Mais quand je suis arrivé avec Marc Ruffalo chez Marvel, ils m'ont dit ah bah non, 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 il est pas assez connu, non, 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 tu vas prendre quelqu'un d'autre et bon après on connaît la suite, c'est... Ah putain, mais en fait, je vous rappelle juste que sur ma vidéo que je vous mettrai en lien aussi en description ma double net critique où je fais la critique de Brave New World, où justement j'avais défoncé Louis Leterrier en mode il s'est pas imposé, il s'est pas fait respecter pour son projet de Marvel, hein, voilà. Allez dans ma vidéo, allez voir ma vidéo en description. Edward Norton qui a fait mon Hulk. Non mais non, 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 non. Oh, c'est pas ton Hulk, Louis. C'est le Hulk du MCU. Et en plus, le truc, c'est que c'était un film test. Hein. Ils devaient tester entre Iron Man, Hulk. Iron Man a marché, côté humour, ça marche. Hulk, sombre, machin mes couilles, poubelle. Mais je pense que grâce à cette rencontre, maintenant Marc est devenu Hulk. Et voilà, c'est les acteurs que j'aime, ce sont des acteurs qui se donnent à fond et qui aiment ce qu'ils font et qui défendent leur film. Voilà. Il y en a un là justement, voilà. On peut parler oui, les acteurs que j'aime, ce sont des acteurs qui se donnent à fond et qui aiment ce qu'ils font et qui défendent leur film. Voilà. Ah bah oui, bien sûr, ah bah oui. Faut forcément un Dwayne Johnson qui force ses équipes techniques à pisser dans des bouteilles pendant le tournage pour pas aller au shot parce que c'est pour les lopettes d'aller au shot. Ah bah oui, le Dwayne Johnson, c'est un modèle de respect, c'est vrai que c'est un modèle d'exemple à suivre. Hein. C'est pas du tout un mec viril qui pète plus que sa tête et qui a un boulard surdimensionné et qui se croit dans un autre univers de mes couilles, de célébrité de mes couilles. Ah bah non, c'est vrai Louis, bah oui, bah oui. Va demander ça aux techniciens, va demander ça aux assistants réaux, aux chefs opérateurs, va leur demander hein, comment ça a été avec Joe Johnson. Parce que moi, je peux te dire en termes d'expérience, j'ai fait un petit tournage de merde, une mini-série de mes couilles en un jour, hein, et je peux vous dire que au lieu d'être assistant réalisateur et au lieu de faire un vrai boulot, moi j'ai fait quoi le ménage, la cuisine. Ah bah oui. Alors qu'on m'avait dit quoi? Ah oui, le fils de pute en question qui m'avait dit, le réalisateur qui m'avait dit que je vais faire de l'assistant réel mes couilles. Non, non, je faisais le ménage de merde. Hein. Je faisais ce putain de ménage de merde. Je faisais même pas du côté technique. Et je rappelle que ce même connard-là, j'ai découvert à la fin, qui voulait se taper ma mère. Hein. Je vais citer son nom, José Endao. Tu me vois, connard, hein, tu me vois. Hein. Si je te recroise, je te nique ta mère, tu vas voir. À vouloir essayer de baiser ma mère et à prendre son numéro de téléphone, espèce de détraqué de merde. Quand je te recroise, je te nique ta mère, tu vas voir, sale crevard, tu vas mourir. Voilà, on peut parler oui, Jason Statham, incroyable dans ce film, meilleur film de Guy Ritchie, c'est un film exceptionnel. Là, il parle de Snatch, hein. Snatch, que j'ai pas encore vu, mais hein. Jason Statham, il joue toujours la même chose. Mais aussi Jason Fleming, enfin il y a tellement de gens à l'intérieur qui sont incroyables. Ça a été mon film de chevet pendant très très longtemps ce film. Et évidemment, j'ai vu ce jeune acteur à l'intérieur qui n'avait pas autant de muscles à l'époque, mais vraiment une présence énorme. Et c'était Jason Statham. Et quand il s'agissait de faire mon premier film, voilà, je me suis dit, il y a quelqu'un qui me plairait bien et je sais qu'il commence à faire des arts martiaux, c'est Jason Statham, on lui a demandé, on lui a proposé le rôle de transporteur, on l'a fait, voilà, c'est ça. Alors voilà, ça,
Je repense juste à un truc, c'est que ça va être complètement gratuit, mais l'Ultérieux, en voyant les photos de Tapis Rouge, il avait à la base une femme épouvantablement moche, et au final, il a trompé sa femme pour une pétasse blondasse. C'est-à-dire la pétasse blondasse qui lui a conseillé de faire Fast and Furious 10. Elle est belle la vie, non? Ah non, ah oui, elle est belle la vie. C'était complètement gratuit, mais il mérite ce qu'il a. Parce que c'est un con et j'ai envie de me foutre de sa gueule. Voilà, Shitaka. Shitaka. C'est ce genre de film-là qui m'a décidé d'aller aux États-Unis. En fait, je me suis rendu compte quand je grandissais, je voyais les films, je revoyais les films dans les vidéoclubs, que le cinéma qui me parlait, c'était ce cinéma-là, un cinéma de divertissement, un cinéma avec des effets, un cinéma justement, vous avez vu il y a 2-3 moments, sinon on se Ah, il a parlé tellement vite, il a parlé plus vite que son cerveau, mais. Oh mon dieu. dit mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Et ça m'a toujours plu avec le truc de Bah, je sais pas. Je sais pas, t'as bossé avec James Cameron. James Cameron, t'as bossé avec Joe Dante, il s'y connaît dans ce genre de truc. Joe Dante qui avait fait aussi Small Soldiers. Ouais, Small Soldiers. Ça te dit rien peut-être? Ah, pauvre chéri. Pauvre chéri. Dante et Zemeckis et des gens comme ça, Spielberg, hein, à des niveaux différents ou en tout cas avec des goûts différents, s'amusent toujours. Et on voit vraiment qu'ils s'amusent en tant que réalisateurs, font du grand cinéma, mais il faut un cinéma de divertissement pour le public. Donc ce film-là m'a intéressé vraiment fait ça. Ce film-là, et en tout cas Le Voyage Fantastique, le film original, c'est un film sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an avec James Cameron et on allait faire une version, un remake. Et ça c'est un scoop. Avec James Cameron, on a inventé des caméras, on a fait des choses qui ont servi. Ah, t'as inventé des caméras. Vas-y, dis-nous les noms. Vas-y, dis-nous les noms. Maintenant sur Avatar, etc. C'était juste après le choc. Ah, monsieur a inventé des caméras pour Avatar. Pour faire ça alors, hein. Pour faire ceci. Hein, vous voyez l'image? Ouais, ouais, vous voyez l'image. Ah, pour faire ceci, t'as inventé des caméras, mes couilles. Vas-y, dis les noms. Vas-y, mon chou. Petite chenasse, hein. Vas-y, dis les noms, dis les noms. Parce que Cameron, lui, il va te dire les noms. Lui, il va te dire les noms. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Cher. Titan, donc en 2014 ou un truc comme ça. Et après, et ça c'est un scoop. Avec James Cameron, on a inventé des caméras, on a fait des choses qui ont servi maintenant sur Avatar, etc. C'était juste après le choc des Titans, donc en 2014. Ah, d'accord, c'était après le choc des titans. Pas forcément. Putain. En fait, James Cameron, pour avoir pitié de toi, il s'est dit: Ah, tu sais, Louis, je te viens. Juste pour t'humilier avec son égocentrisme, Cameron t'a fait venir. Ah, tu vois, hein, le choc des titans, c'est de la merde, mais je vais te montrer. Moi, j'ai des caméras stylées pour Avatar, tu vois. Elles sont grave stylées. Toi, t'es une merde. Toi, t'as voulu faire de la 3D avec le choc des titans. Fous-toi ça dans le cul. Ou un truc comme ça. Et après, N'allez pas croire, mais ils sont tous comme ça, Hollywood. Ils sont tous comme ça. ça prenait du temps et lui il allait faire Avatar, machin, etc. Enfin, il avait commencé son affaire. Non, c'est pas qu'il allait faire Avatar. À un moment, j'ai perdu. Espèce de bolos. Tu mériterais qu'on te moleste dans la rue, franchement. Et il me répond pas. Il était justement dans la tranche de Marianne et son aventure m'arriva à ça. Et bon, et Fox a pas Waouh. Pouf. Et dis quoi là? commencé son affaire. Non, c'est pas qu'il allait faire Avatar. À un moment, j'ai perdu. Je l'appelle et il me répond pas. Il était justement dans la tranche de Marianne et son aventure m'arriva à ça. Ah, il articule même pas parce qu'il est tellement. C'est tellement un bolos qu'il s'est fait bolosser comme une merde. Ah, mais quel bouffon. Oh, j'ai même pas envie d'avoir pitié de lui parce que putain, c'est tellement une merde, il se fait tellement marcher dessus. Bon, et Fox n'a pas suivi sur les autres, sur l'aventure, sur le voyage fantastique, mais donc c'est le film qui m'est sorti des mains et que je regrette et vraiment qui était formidable. Bah, j'ai cru comprendre qu'il y en avait eu plusieurs des films que tu as failli faire qui se sont pas faits. C'est pas trop frustrant? C'est frustrant pendant 1 heure et tu passes. Non, frustrant pour nous dire. Non, tu l'as dans le cul. Vous avez entendu le son de sa voix? Vous entendez le son de sa voix? À quel point il a mal au cul? Cette petite chiennasse. La suite. T'es obligé, en tant que réalisateur, t'es obligé de passer à la suite. Tu sais jamais ce que ta carrière sera faite. Vraiment, c'est ce que j'expliquais. Quand tu regardes mon CV, je peux te faire un autre CV des films.
Non, si tu t'étais imposé, si tu t'étais fait respecter, si tu n'étais pas un putain de yes man, je peux te dire que ton CV, hein, on aurait été. Wow, t'es le meilleur! Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. T'es une merde! T'es une merde! Y'a pas de quoi? Connard. Que j'ai failli faire. J'aurais rêvé de faire un Fast and Furious il y a 10 ans, mais Alors, il y a 10 ans, on était. Bah, en même temps, s'il avait fait en 2013, bon, ça aurait été pas sympa pour Paul Walker, certes. Ça aurait pas été sympa pour Paul Walker que le film soit mauvais. Mais, n'empêche. La fin, la saga se sera arrêtée, mais. Excusez-moi, je vais être sympa, enfin, je vais me contrôler. peut-être que moi, il y a 10 ans, j'étais pas prêt pour faire un Fast and Furious. Je n'étais pas prêt, même si j'avais déjà fait un Hulk, même si j'avais fait du Choc des Titans, même si j'avais fait ça, de faire un Fast and Furious. Donc je pense que Non, parce que t'étais un mauvais réalisateur. En fait, Marvel s'est dit, oh, on va prendre le terrier pour des trucs sérieux, Marvel mes couilles, pour l'incroyable Hulk, allez, c'est de la merde. Ouf, Iron Man. T'étais juste un test pour eux. Comme certes, John Favreau était un test pour Iron Man. Mais sauf que John Favreau, il sait faire du divertissement. Il a une bonne alchimie avec Robert Downey Jr. Ce que n'avait absolument pas le terrier qui s'est laissé englobé par une machine industrielle. Et c'est pour ça que Edward Norton faisait tout son caprice sur l'incroyable Hulk. Parce que Norton est un acteur capricieux. et je le sais que c'est grâce à Lupin que j'ai eu Fast and Furious. Donc c'est des choses intéressantes. Ah mais ça je le sais, je suis absolument. Ils ont vu la manière dont je gérais l'histoire, les retours en arrière, les flashbacks, les choses comme ça. Ils se sont dit ah ouais il est assez à l'aise avec. Non, ouais. Arrêtez à un moment donné de prétendre que ce mec-là sait faire que ce mec-là sait faire du cinéma. La vidéo est presque terminée, les gars. Ce que je voulais dire, c'est, enfin, je le redis plus fort. Arrêtez de prétendre que ce mec sait faire du cinéma. C'est zéro sur moi. Zéro sur moi. Ça. Les carrières de réalisateurs, c'est plutôt, faut voir tous les films qu'ils n'ont pas fait. Les Star Wars de Lynch, les machins, c'est ça qui est intéressant. On s'imagine, c'est ça, les dunes de Jodorowsky, des choses comme ça. On peut faire le dernier rayon animation? Les Tex Avery. En même temps, c'est intéressant. Ah, tel film, tel film. Bah, en fait, si le projet était nul à chier à la base, pour certains, ça en valait pas la peine. Oui, côté animation, bon, ils disent côté animation, mais encore une fois, copinage, hein, c'est mes films préférés, je vous ai fait une liste. Ouais, je fais tel plan, tel plan. Là, on va parler de Tex Avery. Tex Avery, vous savez, je vous mettrai en lien en description aussi une vidéo sur Space Jam 2 que j'ai faite. J'aime pas Tex Avery, je sais que ça a donné lieu au cartoon de l'âge d'or, tout ça, hollywoodien. Je sais que sans Tex Avery, on n'aurait jamais eu de Looney Tunes, de Tom et Jerry, de Scooby-Doo, certes. Mais la façon dont c'est fait, je suis pas fan, j'ai pas accroché, c'est comment dire, trop méta, trop expansif, quoi. Et c'est surtout un truc pour clasher Disney gratuitement, quoi. Là où justement les Looney Tunes et Tom et Jerry sont devenus plus subtils au fil du temps que Tex Avery. Les carrières de réalisateurs, c'est plutôt, faut voir tous les films qu'ils n'ont pas fait. Les Star Wars de Lynch, les machins. Les Star Wars de Lynch, vous foutez de ma gueule. Non, Lynch. Star Wars de Lynch. Les Star Wars de Lynch. Bon, en même temps, peut-être que sur une scène comme Dagobah, avec Yoda, ça aurait été peut-être intéressant. Comme il y a ce côté brumeux et brouillard de David Lynch, paix à son âme d'ailleurs. Donc voilà. C'est ça qui est intéressant. On s'imagine, c'est ça, les dunes de Jodorowsky, des choses comme ça. On peut faire le dernier rayon animation? Les Tex Avery. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit, le mec, c'est intéressant certains projets, mais certains projets, heureusement, heureusement que certains projets n'ont pas vu venir le jour. Voilà. Ils ont tout appris sur le cinéma. Non, ce Tex Avery ne t'a rien appris sur le cinéma, frérot. C'est tes parents qui t'ont dit, ouais, c'est dur le cinéma, mais en fait, tu vas te démerder. Ah, on te met des gens comme ça, on te le dit pas, mais en gros, c'est démerdeux. Quoi hein. Non, ils sont bien. Ils sont bien. 1, 2, 3. Ce sont les premiers films
films que j'ai vus, c'était justement c'est les premières cassettes que j'avais, c'était un Betamax, et je les voyais, je les revoyais, et j'ai tout C'est appris. ça. C'est ça, les dunes de Jodorowsky et choses comme ça. Ta gueule, On peut ta faire gueule. le dernier Ferme rayon ta animation. gueule. Les Tex Avery m'ont tout appris sur le cinéma. 1, 2, 3. Ce sont les premiers films que j'ai vus, c'était justement c'est les premières cassettes que j'avais, c'était un Betamax, et je les voyais, je les revoyais, et j'ai tout appris sur le ton, les tons multiples, et vraiment ça m'a plu. Et donc il y en a un qui m'a. Ah, le langage. Dont je me souviens très bien, c'était la. Oh, le langage de pauvre. Même Adam Wingard, quand il parle de Godzilla X contre le Nouvel Empire, mais avec beaucoup de cynisme hein, et beaucoup de conneries de sa part, lui aussi, ce connard. Il arrive, n'empêche, si tu veux, à. Je sais pas moi. Comment dire. Ah oui, à parler de ces films-là en disant bah oui, j'ai assumé ça clairement, parce que c'est ça que je voulais rechercher. Mais lui, Taillé, bon, vous allez me dire, il a fait pareil pour Fast and Furious, l'interview, machin. Mais en fait, lui, Taillé, il dit clairement nous, on a une autodérision, nous les Français, on va faire pareil pour Fast and Furious, à une époque où Fast and Furious 10, c'était le dernier film d'une saga où c'était une saga qui commençait à s'épuiser, où c'était éclaté au sol, où vraiment on se disait là, ça va trop, faut arrêter. Faut euthanasier la saga, faut euthanasier Fast and Furious. Voiture du futur, évidemment, et c'est en rapport avec Fast and Furious. Voiture du futur. Alors, voiture du futur. Ah, carrément, je me bouffe ma crotte de nez. Ah, ah, putain. Pour te dire à quel point c'est de la merde. Mais je me souviens que justement, il y a un côté un peu un clin d'œil au public toujours, et c'est à multiniveau, et c'est ça qui me plaît aussi, et j'essaie toujours de mettre ça dans mes films, c'est une lecture à double niveau et de. Non, non, s'il te plaît. T'as rien de tout ça, lui, Terrier. Double lecture. Ne va pas me faire croire que t'as ça dans Fast and Furious. S'il te plaît. S'il te plaît. Revoir et revoir ces choses-là. Ça, Ah, ça, c'est pas bien. ça me fait rire. Et c'est drôle que ce soit en animation parce que c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe, mais bon. Pourtant, t'aimes ce film. Des réalisateurs de South Park. Quand les enfants choisissent ça, maman, je veux voir ça. Il y a une scène d'amour dans cette version qui est Ouais. incroyable, qui est la plus belle scène Je d'amour crois que je l'ai vu, celle-là. avec le popo dans la Ouais. bouche. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est éclaté. Alors, ça, c'est Team America, un film de stop motion avec les réalisateurs de South Park. Bon, après, quand il dit maman, vous voulez voir ça, les petits. La blague de beauf, quoi, tu vois. Pour vous dire à quel point lui est un beauf qui peut être utilisé comme jamais. Ouais, je bouffe mes crottes de nez parce que. En fait, peut-être qu'on va se foutre de ma gueule, mais je m'en fous parce que je respecte même pas déjà le Terrier. Excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur. Juste un instant, s'il vous plaît. Bon, les amis, on en était où? Les créateurs ne savent pas. Chaque année, quand je finis un film et mes agents me disent bon, qu'est-ce que tu veux faire après? Et je dis il n'y a toujours pas de suite à Team America parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et je sais comme Dark Crystal, je sais. Oui, t'es un yes man, t'es juste là pour faire des commandes. C'est ce que tu nous dis, mot par mot. T'es la honte du cinéma français, frérot. T'es la honte nationale. Casse-toi de Speed définitivement et ne reviens plus jamais. Casse-toi. On ne te retient pas. Au revoir. Que Matt et Trey, c'est la meilleure et aussi la pire expérience de leur vie de faire des marionnettes. Ah, et les marionnettes, c'est impossible de faire de la marionnette. Tu commences chaque jour avec du plastique et il faut que tu crées un monde, etc. Et eux, c'était des galères en galère en galère. Mais ce film est un chef-d'œuvre et à ne pas passer entre les jeunes mains. Ben, merci beaucoup. Merci, super. Ah oui, super. Ah ouais, super. Ah, c'était vachement intéressant. Oh là là. Ah ouais, super. Ah ouais. Bon, la vidéo est terminée. Conclusion, c'était de la merde. Beaucoup de sophismes de sa part. Beaucoup de sophismes sur le cinéma. Beaucoup de méconnaissances aussi de la part de Leterrier. Casse-toi de ce pays. Ne reviens plus en France. Arrête de nous faire des films de merde. Arrête de faire genre que tu sais ce que tu fais.
alors que tu es juste une commande, tu es juste là pour, servir et lécher le cul des autres, hein, parce que tu ne dépends que d'eux et que tu ne peux pas te suffire à toi-même, parce que tu es une pauvre merde, voilà. Donc, tous ceux qui bossent avec Louis Leterrier, allez vous faire enculer, ils ne méritent pas votre respect, chassez-le, bannissez-le de votre vie, point barre. Ce mec, il doit juste travailler je sais pas, il doit juste aller travailler au McDo. Ce mec est nuisible pour le cinéma et c'est tout. Et je dis pas quand c'est laissé film, évidemment, quand c'est culture, c'est de la merde, mais au moins qu'il arrête ces putains de films. Définitivement. Likez, partagez, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que si même vous aimez les réalisateurs, j'en sais rien. Avec des arguments, s'il vous plaît, avec respect. Je veux pas de bataille, je veux pas de confusion ou de division dans les commentaires. Déjà que, objectivement parlant, Le Terrier est un mauvais réalisateur, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je compte sur vous les amis, on se dit à la prochaine, salut à tous.